Écoutons qu'est-ce que le porte-parole du Rwanda dit ici. Et sur le plan diplomatique, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a condamné les violences du M23 et l'a exhorté à déposer les armes sans citer nommément le Rwanda, alors qu'à New York, une nouvelle réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la République démocratique du Congo est prévue ce soir. Pour en parler, nous retrouvons le politologue et spécialiste de la République démocratique du Congo, Bob Kabamba. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous. Tout d'abord, pourquoi cette prudence des pays africains? Pourquoi ne pas citer le Rwanda? Quid de la communauté internationale? Faut-il des sanctions contre le Rwanda comme l'exige la République démocratique du Congo? Ce qu'il faut savoir, c'est que le Rwanda jouit quand même d'une très grande crédibilité sur le plan africain. Le Rwanda est à l'origine de la création donc, de la zone de libre-échange continentale en Afrique. Le Rwanda... Mais est-ce que vous attendez ça? Le Rwanda jouit d'une grande crédibilité. Elle est à la base de la construction de la zone de libre-échange. Le Rwanda, c'est une petite ville. Et voilà, tout ce qu'on n'a pas su réaliser. Et voilà, c'est là que vous réalisez la médiocrité de la classe politique congolaise. Le Congo a 9 frontières. Si le Congo avait construit des voies de communication et permettait à l'est de l'Afrique d'aller à l'ouest de l'Afrique, du nord de la Centrafrique, d'aller au sud de la Centrafrique, puisqu'on est au cœur de l'Afrique, pensez-vous que le Rwanda, qui est excentré de l'Afrique, aurait pu jouir d'une telle cote en Afrique? Voilà des choses simples qui montrent la médiocrité de la classe politique congolaise. Et aujourd'hui, on vous dit que si les gens ne nomment pas le Rwanda, parce que le Rwanda est à la base de la création de cette zone de libre-échange. Comme si quand vous placez le Rwanda sur une carte, elle a une place géostratégique que si aujourd'hui le Rwanda ferme ses portes, les choses ne vont plus circuler en Afrique. Ce n'est même pas comme le Cameroun ici, qui est au centre de ses différents voisins et grâce à son agriculture qui irrigue les différents pays. Et donc si le Cameroun ferme ses frontières au niveau de cette zone-ci, ça va être compliqué. Donc le Cameroun jouit d'une certaine bienfaisance ou d'une certaine largesse avec ses voisins. On vous dit que c'est le Rwanda. C'est le Rwanda qui bénéficie de ça. Non mais tu te fous de la gueule du monde. Un tout petit truc comme ça, là, au bout là-bas, là. Je ne sais même pas avec qui le Rwanda a des frontières. Ah, nous, Congolais, vraiment. Le Rwanda contribue à la résolution de beaucoup de conflits sur le continent africain. L'armée rwandaise est classée parmi les meilleures armées africaines à être déployées dans plusieurs conflits et à apporter des résultats. Il y a aussi... Voilà. Maintenant, tu n'as pas besoin de te poser la question de pourquoi tu n'arrives pas à faire reculer le M23. Ce tout petit bout de terre-là possède l'une des meilleures armées au monde ou d'Afrique. Et partout où elle va, contrairement aux Kenyans qui sont venus chez nous là, elle au moins, elle obtient des résultats. Tout ce que nous aurions pu faire si nous avions des leaders dignes de ce nom. Avec une population de 100 millions d'habitants, on peut facilement avoir une armée de 800 000, 500 000 hommes répartis sur le territoire et que nous pouvions devenir un acteur majeur, même sans nos mines, même si on n'avait pas de mines. Si avec une telle population, un tel territoire, on fait une vraie armée qui protège nos frontières et qui peut aider les autres, et bien rien qu'avec ça déjà, tu deviens quelqu'un d'important. Mais même des choses basiques comme ça, il ne faut pas. Toujours là à voler l'argent des fonctionnaires. Toujours là à mettre les fonctionnaires dans la difficulté qu'ils doivent mendier, qu'ils doivent maintenant faire les poches de la population. Mais pendant ce temps-là, tous nos politiciens, tous nos pasteurs vivent la vie de Nabab. Comme il y en a un là que j'ai croisé aux Galeries Lafayette de Champs-Élysées, qui était venu là chercher du crédit, parce que moi-même aussi je mets du crédit, qui était venu là chercher du crédit. Quand je vois les hommes influents d'Afrique, ceux qui gagnent leur propre argent, ils ont tout mon respect. Mais quand je vois les pasteurs, les hommes qui vivent grâce à l'argent public,
quand je les croise en Afrique, quand je les croise, comme j'en croisais souvent, à Concorde-Lafayette, aujourd'hui devenu le Yacht Regency, quand je les croise dans les restaurants, vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai la rage. Moi, je viens dans ces endroits-là parce que c'est mon propre argent qui me ramène dans ces endroits-là. Mais eux, je suis certain que ce n'est pas leur argent qui les ramène là. Et ces pasteurs-là et ces hommes publics-là, ils viennent là parce qu'ils ponctionnent l'argent des plus pauvres dans ces pays-là. Ces hommes publics volent l'argent des fonctionnaires, volent l'argent qu'on doit donner aux gens. Et ces pasteurs-là volent encore l'argent des plus démunis. C'est eux les premiers à être arc-boutés pour que les gens aillent payer la dîme et je ne sais pas quoi. Tandis que des choses simples qui auraient pu profiter à notre population et faire que nous soyons un pays prospère n'ont jamais été faits. Ces pasteurs-là n'ont jamais pris la peine de conscientiser les populations. Et on vous dit aujourd'hui, le Rwanda est important parce qu'elle fait tourner la zone de libre-échange et elle a une armée. Aussi le fait que le Rwanda a conclu quand même beaucoup d'accords économiques, commerciaux et sécuritaires avec beaucoup de pays africains. Et aussi, dernier élément, comme l'a dit tout à l'heure votre reportage sur Kinshasa, les événements de Kinshasa avec les attaques coordonnées des ambassades. Tout ça, on peut être mis ensemble pour comprendre pourquoi au niveau de l'Union africaine, on n'a pas voulu aller au-delà de simplement... Ça déjà, pourquoi ils portent une attaque contre le Congo en disant que c'était une attaque coordonnée? Qu'a-t-il comme information qui montre que c'est une attaque coordonnée? Et voilà pourquoi je n'aime pas tous ces politologues, tous ces gens qui interviennent sur France 24 et dans les chaînes d'infos mainstream. C'est des gens qui réfléchissent sur la base du système. Ceux qui sont aux mains du système sont les plus violents, les plus intolérants, les plus méchants. Et ils ont appris à tout le monde que vous devez prêcher la non-violence, vous devez condamner toute violence, vous devez condamner ceci. Et la première chose qu'ils disent, c'est des attaques coordonnées. Parce que tu crois que ces gens-là, ce qui arrive à Goma, ça n'a pas été coordonné pendant des années, depuis des années, même financé. Demander un cessez-le-feu, c'est aussi le retrait de la rébellion M23. Sur la question des sanctions, c'est qu'il faut bien comprendre le système. Le système de sanctions fonctionne avec un consensus. C'est un consensus qui lie beaucoup de pays, qui lie aussi beaucoup d'organisations régionales. Et pour arriver à avoir ce consensus, il faut que les pays membres de soit une région, soit de la communauté internationale se mettent d'accord sur ce qu'il faut pouvoir prendre comme mesure. Or, dans la communauté internationale, au sein de certaines organisations régionales, il y a aussi des pays qui s'opposent à des sanctions contre le Rwanda. Et alors, pour arriver à des sanctions, c'est beaucoup de temps, ça prend du temps, et on a vu dans d'autres conflits, ça a été la même chose, où il y a eu des sanctions qui ont été prises plusieurs mois, des fois, après qu'il y a eu des exactions et des violations graves de droits de l'homme dans certains pays. C'est ce qui justifie le fait qu'on a du mal à comprendre que les sanctions ne pourront pas tomber de sitôt. Et pourquoi ? Voilà. J'espère que maintenant, tous ces gens du gouvernement congolais ont compris pourquoi il faut qu'ils arrêtent d'ouvrir leur bouche sans cesse à demander des sanctions. Vous n'aurez pas des sanctions parce que vous n'avez pas travaillé, vous n'avez aucune influence, vous n'avez rien pour exercer une pression sur les pays africains et encore moins sur les pays occidentaux pour qu'ils prennent le risque de se mettre à dos le Rwanda. Le Rwanda rend service aux Occidentaux, le Rwanda rend service à différents conflits dans le continent, et surtout quand ils vont dans ces conflits, contrairement à d'autres qui viennent dans des conflits pour passer le temps et obtenir des non-résultats, comme on a vu un certain pays faire au Mali, eux ils vont et ils obtiennent des résultats. Voilà pourquoi les autres, ils n'ont aucun intérêt à se mettre le Rwanda à dos. Toi, tu es là, tu viens pleurer, dis des sanctions, dis des sanctions, mais en face, tu as quoi à donner? Tu crois que c'est ton pote à qui tu demandes des sanctions? Les États ne fonctionnent que par intérêt. Toi, tu as quel intérêt tu vas donner pour que l'autre il mette des sanctions? Et tous les jours, chaque année, tous les mois, tu vois toujours les mêmes. Ils viennent dire la communauté internationale doit sanctionner. La communauté internationale doit sanctionner. Mais on va sanctionner pourquoi?
Tu n'as rien fait pour rendre ton pays important. Tu n'as rien fait pour rendre ton pays influent. Tu n'as rien fait pour permettre à ton pays d'exercer des pressions. Comment veux-tu qu'on prenne des sanctions pour toi, en ta faveur? Même si on prend des sanctions aujourd'hui contre le Rwanda, est-ce que tu te rends compte de l'ampleur de la tâche qui te reste à faire pour que tu arrives juste au niveau d'influence qu'est le Rwanda aujourd'hui? Est-ce que tu te rends compte? Tu n'as toujours pas d'armée. Ton armée est sous-équipée. Tu ne maîtrises pas tes minerais. Tes plans de finances publiques ne sont pas bénéficiaires. Tu n'as rien. C'est incroyable. Et là, franchement, c'est très bien que cette personne ait dit ça, que cette personne soit rentrée dans les détails. Nous, les Congolais, nous n'avons rien. On a nos minerais, la plupart des minerais sont gérés par des sociétés étrangères. Ce n'est pas nous qui maîtrisons comment ces gens-là l'exploitent. On reçoit une petite partie de ce que ça rapporte d'exploiter ce qu'il y a chez nous. Comment tu veux devenir influent à ce niveau-là? Le Rwanda, au moins, quand elle vend les minerais, elle les extrait, on ne sait pas comment ils arrivent au Rwanda, et c'est vendu à partir du Rwanda. Pensez-vous que c'est lui qui vend ça à partir du Rwanda? C'est des entreprises étrangères? Probablement. Mais est-ce qu'ils le font comme ils le feraient si c'était les sociétés étrangères qui étaient venues exploiter au Rwanda? On est à la queue du peloton, mais on vient là demander à ce qu'on fasse les choses qu'on n'obtient que quand tu es à la tête. Les Ukrainiens, ils ont été défendus. On a mis de l'argent parce qu'on voulait que les Russes tombent. Et comme l'a dit le sénateur américain, ils voulaient s'accaparer les mines de je ne sais pas quel métal qu'il y a en Ukraine. Ils voulaient s'accaparer ça. C'était du business aussi. Vous avez des minerais, vous n'êtes même pas capable d'assurer aux gens à qui vous demandez des sanctions que non, faites des sanctions, on va chasser le Rwanda, on va reprendre le contrôle de nos mines, on va exploiter, on va faire du 50-50. Même ça, vous n'êtes pas capable de garantir ça. Pourquoi ces gens-là iraient prendre des risques pour vous? Et tous les jours, plutôt que de faire le minimum pour montrer à ces gens-là que vous êtes capable de ça, vous êtes tous les jours en train de pleurer. Vous êtes tous les jours en train de pleurer. Oui, ils ne mettent pas des sanctions. Que encore la population aille pleurer, aille manifester pour ça, aille manifester sa désapprobation par rapport à ce que font les Occidentaux, je veux comprendre. Mais que les hommes politiques, que les membres du gouvernement soient là tous les jours, matin, midi, soir, à quémander l'action de la communauté internationale sans rien mettre en face pour obtenir cette... C'est juste déplorable. Autant je n'aime pas ce qu'il a dit, autant il a dit la vérité. Le Rwanda, c'est une mouche comparée à nous. Mais apparemment, c'est une mouche qui a plein de potes comparée à nous. La République démocratique du Congo n'est pas parvenue à peser de tout son poids, justement pour être plus audible au sein de l'Union africaine? Tout simplement parce qu'au niveau de l'Union africaine, il faut dire que la diplomatie congolaise n'est pas très active au niveau... Voilà des gens qui sont en guerre depuis 20 ans et j'espère qu'il a menti parce que si c'est vrai, c'est juste une catastrophe. Voilà des gens qui dénoncent une situation d'agression depuis 20 ans et on te dit que diplomatiquement, ils ne sont pas très actifs. Et le jour où c'est le feu chez eux, c'est eux qui viennent te dire que tu dois prendre des sanctions pour nous. Africain, il y a toute une série d'éléments, toute une série de points qui ont frustré beaucoup de partenaires africains du Congo, notamment la prise de position de la région, notamment l'East African Community, la SADC, la CEAC, qui sont des organisations régionales, qui avaient demandé à Kinshasa de pouvoir entamer des négociations, de privilégier la solution politique, mais Kinshasa a refusé, voulant privilégier l'approche sécuritaire. Ça, si c'est vrai, ça veut dire que c'est de la faute du gouvernement si on en est arrivé là. Je ne sais pas, quand on disait la négociation, qu'est-ce qu'il fallait négocier? Mais si tu choisis l'approche sécuritaire et qu'à la fin, ton résultat c'est ça, c'est que c'est vraiment criminel. Parce que tu aurais pu épargner des vies en négociant un bon deal, comme Kabila avait négocié la première fois que Goma avait été pris, mais toi, tu n'as pas choisi ça. Tu as choisi l'approche sécuritaire
et on te dit que tu n'es pas capable de te battre contre eux. Alors que nous savons tous ici qu'ils auraient pu avoir les moyens de faire reculer le M23 s'ils avaient engagé les membres du BRICS, s'ils avaient demandé l'aide militaire des membres de BRICS, aujourd'hui on n'en serait peut-être pas là. Souvenez-vous de Félix Tshisekedi, quand on lui parle du fait de son rapprochement avec la Chine, et quand il dit que voilà, le pays du peuple élu agit là-bas contre les droits humains, on n'a pas vu la France rompre les relations diplomatiques avec eux. Si en ce moment-là, il aurait maintenu son courage et serait parti confronter les Américains en disant que voilà, la situation sécuritaire de mon pays exige que vous me donnez les moyens de repousser le Rwanda, ou alors je mets tout de suite mon pays en relation avec la Russie pour que cette tâche-là soit, ce souhait-là ou cet objectif-là soit accompli dans l'année. Eh bien, les États-Unis, ils auraient été obligés de se positionner. Soit ils auraient fourni le nécessaire au pays, soit ils auraient dit à Kigali de faire reculer le M23, soit ils auraient commencé la déstabilisation. Et c'est peut-être ça qui se joue ici. Mais en tous les cas, tu ne peux pas mettre tous tes paniers dans les mêmes œufs et surtout, tu ne peux pas confier ton destin à une seule et même personne qui, en plus, en profite. Incroyable. Alors, l'Union africaine et les autres auront du mal à pouvoir aller dans le sens de Kinshasa, alors que Kinshasa refuse d'entendre le point de vue des autres partenaires. Ça se justifie pourquoi, effectivement, Kinshasa n'arrive pas à convaincre ses partenaires africains à aller dans son sens. Alors, le problème, c'est pas si Kinshasa accepte ou pas, c'est de savoir ses partenaires. Ils disent juste à Kinshasa de négocier ou ils veulent nous imposer à nous les Congolais une concession. Si on vient nous imposer une concession envers le Rwanda, je pense que 20 ans de pillage, c'est nécessaire pour qu'au moins le Rwanda dise que voilà, j'ai assez mangé. Si vous me dites qu'il n'y a plus de bif entre nous pour l'avenir, je m'arrête là. Moi, c'est le seul deal que je trouve acceptable. Qu'on dise au Rwanda, bon, on ferme l'ardoise, on n'a pas pu te chasser, mais pour l'avenir, on arrête là. Tu as assez mangé, tu te retires chez toi et tu coupes tout ça. Mais si c'est pour nous dire à nous de concéder encore quelque chose au Rwanda, là, je suis d'accord qu'il ne faut rien céder. Mais ça n'en change rien à l'inaction qui a été faite depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir. Cette inaction est criminelle. Parce que si ce qu'il dit est vrai et qu'on a refusé de faire un deal parce qu'on voulait l'approche sécuritaire et que le résultat de notre approche sécuritaire est celui que l'on a maintenant, c'est criminel. Justement, quelle place aujourd'hui on peut accorder aux négociations alors qu'on est en pleine escalade? Le président Félix Tshisekedi, qui doit d'ailleurs prendre la parole ce soir, est-il en position de force ou de faiblesse pour entamer justement ce genre de discussion avec le Rwanda, avec son homologue Paul Kagame? Il faut souligner que Kinshasa se retrouve aujourd'hui en position de grande faiblesse. Parce que... Tu m'étonnes. Ils sont déjà dans la ville. Ils ont quasiment pris tout le Nord Kivu. Qu'est-ce que Tshisekedi il a comme atout pour dire au Rwanda de partir? Sincèrement, dites-moi dans le chat, vous, que voyez-vous dans les mains de Tshisekedi comme atout majeur? Parce que Kinshasa a mis tous les moyens pour pouvoir empêcher la chute de Goma. Il y a eu l'armée congolaise, il y a eu la MONUSCO, il y a eu les pays de la SADC, il y a eu les mercenaires, il y a eu les militaires burundais, il y a eu les Wazalendo, il y a eu aussi les FDLR. Cette coalition, elle a été défaite par l'armée, par la rébellion appuyée par le... Lui aussi, il veut pas de problème avec le Rwanda. Vous l'avez entendu? Cette coalition a été défaite par l'armée, les M23. Il voulait dire Rwandais. Ah putain, pauvre de nous les Congolais. Le Rwanda, et c'est une grande défaite pour Kinshasa, et ça va avoir des répercussions non seulement au niveau sécuritaire, mais aussi au niveau politique. Et lorsque l'on met tous les moyens pour pouvoir empêcher la chute de Goma et qu'on échoue, alors qu'on a bien expliqué que la solution militaire n'était pas la bonne approche, et alors là,
par rapport à cette option. Sur cette option de négociation, les autres pays qui, face à ça, on peut, de manière claire, sans ambiguïté, conclure que toutes les tentatives de négociation qui vont se mettre sur pied, on a déjà vu que Nairobi va aussi échouer comme a échoué et Luanda, les autres tentatives aussi vont carrément échouer. Nous allons nous retrouver dans un impasse, et dans cette impasse, malheureusement, la situation va s'enliser, et dans cet enlisement, le groupe rebelle M23 va continuer à gagner du terrain et malheureusement il pourrait arriver que le M23 arrive à un seuil critique comme on a déjà vu ça à plusieurs reprises dans d'autres conflits en RDC et à ce moment-là Kinshasa sera véritablement, le régime de Kinshasa sera en difficulté pour arriver à faire marche arrière et la rébellion pourrait être en position de force pour imposer son agenda par rapport à Kinshasa et on ne saurait pas aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, prédire l'issue de ce conflit. On verra en tout cas ce que dira le président Félix Tshisekedi. Je n'ai même pas pu couper parce que le constat qu'il dit, c'est juste le constat que tout le monde constate. C'est la suite logique des choses. Au point où on en est, on n'a rien pour aller à la table des négociations. On n'a rien. On n'a pas d'argent, on n'a pas d'armée. Donc, quel deal tu vas donner? Ce qui rapporte le plus à tout le pays, c'est ceux qui sont en train de prendre. Donc, qu'est-ce que tu vas mettre sur la table? Tu vas demander des sanctions à qui? Tu es le pote à personne. Tu es celui que tout le monde veut piller. Il fallait être balèze pour protéger ton pays. Tu n'as pas été balèze pour protéger ton pays. Donc, qu'est-ce que tu veux dire? Tout ça pourquoi? Parce que tu veux être bien vu des Occidentaux et tu ne veux pas perdre ton pouvoir. Au lieu de... Tu as pris le pouvoir. Tu as réussi à te défaire de toutes les machinations de Kabila, de je ne sais pas quoi. Ok. Tu as pris le pouvoir dans des conditions contestables. On s'en fout. Tu as réussi à t'accaparer l'appareil gouvernemental. Tu as réussi à le faire. Pourquoi à ce moment-là, tu ne cherches pas à t'accaparer aussi la légitimité populaire pour pouvoir avoir les coudées franches et dire aux gens qui pensent te tenir que non, moi, si tu veux me faire tomber, je sais que je peux trouver des relais dans la population. Et donc, désormais, c'est soit tu m'aides à accomplir ce que je veux, soit je serai obligé de changer de partenaire. Parce qu'on sait que Tshisekedi, il a réussi à s'accaparer l'appareil gouvernemental. La preuve, il a été réélu président de la République. Il a tous les rouages. Donc, il aurait pu imposer maintenant à ceux qui pensaient l'avoir mis là, de leur dire que non, il faut qu'on fasse quelque chose de bien pour le pays. On va s'occuper du problème de M23. Soit vous mettez les moyens, soit on trouve quelqu'un qui peut nous aider à faire ça. Si des gens qui sont partis de rien, comme le Mali et tout ça, résistent aujourd'hui aux attaques des Boko Haram et tout ça, on voit les équipements russes qui sont livrés. Pourquoi nous n'avons pas eu droit à la même chose? Déjà, ils sont où les images des équipements livrés à l'armée congolaise? Ils sont où les hélicos? Ils sont où les canons d'artillerie? Ils sont où toutes ces choses-là? Ils sont où les drones? Puisque tout se passe apparemment dans les montagnes. Ils sont où les drones de surveillance? En Ukraine, tu ne peux pas bouger un pied sans que les drones de surveillance t'aient été repérés. Mais l'armée congolaise qui est enlisée dans un conflit depuis des années, on n'a pas vu une unité de drones capable de surveiller le front et de savoir que le M23 est en train d'avancer. Allez. Cette histoire me bouffe tout mon temps. Et ce n'est pas les choses qui me rapportent. Donc, je pense que nous reviendrons sur la situation que lundi prochain. Demain, je vais faire ma revue d'actualité comme je fais d'habitude. Je vais regarder l'actualité française, l'actualité américaine et tout le reste. Et si on peut finir, peut-être à la fin, on commentera l'allocution du président Tshisekedi. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, je m'arrête là. Je suis fatigué, ça me donne mal à la tête et ça m'énerve. Tout ce que je constate de notre élite gouvernementale congolaise. Et j'en suis vraiment désolé pour les Congolais. Même si eux aussi, ils ont leur part de responsabilité. Mais ce que j'en vois encore plus, c'est à tous ces gens-là, dans la population congolaise, qui vont dehors,
qui voient comment ça se passe dehors, qui voient comment ça se passe ailleurs, et qui rentrent à Kinshasa et qui ne disent pas aux gens de Kinshasa qu'on se contente de trop peu. On se contente vraiment de trop peu comparé à ce qui se passe ailleurs. Pendant que tout le monde avance, nous sommes en régression. Vous prenez n'importe qui a connu Kinshasa des années 70 à 90, vous le dites de retourner à Kinshasa, vous verrez le constat. Les Kinois eux-mêmes, ils sont en train de croire qu'on est en train d'améliorer la ville. La ville, elle n'est même pas en train de s'améliorer, elle est en train de se dégrader parce que cette ville était beaucoup mieux pensée, beaucoup mieux conçue dans les années 70, 80, 90. L'urbanisation était respectée. Aujourd'hui, si vous allez, l'urbanisation est sauvage. Même l'héritage colonial des Belges, je sais qu'ils nous ont fait beaucoup de mal, mais ils nous avaient laissé quand même un pays assez organisé. Même tout ça, on est en train de perdre. On était un pays où on disposait des égouts. Il y avait des égouts à Kinshasa. Il y avait des canaux d'évacuation d'eau de pluie. Mais aujourd'hui, à Kinshasa, on est capable de te dire qu'on est en train de faire quelque chose de bien dans le pays, là où ces canalisations ne marchent plus, là où l'eau de la pluie maintenant peut atteindre jusqu'à 1 mètre. Kinshasa est en recul sur tous les points. Mais il y a des Kinois qui sont capables de te dire que le pays progresse. Et tous ces gens-là, ces pasteurs, ces chanteurs, ces je sais pas quoi là, qui sortent régulièrement du pays, voient ça et vous disent pas que non, le pays il est en train de partir dans la médiocrité. Ma compagne, elle est de la Guinée équatoriale. Il y a 20 ans, la Guinée équatoriale, c'était la forêt. Vous attendez, il y a 20 ans, c'est-à-dire dans les années 90-2000, la Guinée équatoriale, c'était la forêt. La maison de ma belle famille, tu voyais la plage qui était à 500 mètres, tu la voyais de chez ma belle famille. Mais je peux vous garantir que si je vous montre les images de Malabo aujourd'hui, vous allez appeler Kinshasa une poubelle. Et si eux, ils ont pu faire ça, rien qu'avec le peu d'argent du pétrole qu'ils ont eu, voyez maintenant tout ce qui n'a pas été fait à Kinshasa. Et voilà pourquoi je vous dis, les bêtises de démocratie et les bêtises de chefs sans vision, c'est ce qui nous conduit à la ruine. La Guinée équatoriale a le même président depuis je ne sais pas combien d'années, peut-être 30 ans, 40 ans. Ce président-là a connu la misère de chez la misère. Et quand il a eu le pétrole, bien qu'en Guinée équatoriale, nous voyons ce que l'on voit un peu partout, il y a toujours des gens qui veulent faire primer leurs intérêts sur l'intérêt public. Le président de la Guinée équatoriale a réussi à faire quelque chose en Guinée équatoriale qu'aujourd'hui, je dis que même il est meilleur que Mobutu. Parce que Mobutu, on lui a donné un pays qui fonctionnait, qui dans l'indice de développement humain était devant le Canada. C'est ce qu'on avait donné à Mobutu. Voilà pourquoi les gens pensent que sous Mobutu, le pays était merveilleux. Mobutu, il avait un pays qui, dans l'indice de développement, était devant le Canada. Et sous Mobutu, l'indice de développement a régressé. Et depuis que Mobutu est parti, alors là, on a dégringolé. Mais je vous dis aujourd'hui, la Guinée équatoriale est passée de la forêt à l'une des villes les plus belles de l'Afrique centrale. Et croyez-moi que là, c'est parce que ils sont en train d'essayer de trouver le moyen de pouvoir être à la fois touristique sans avoir des ingérences des étrangers. Parce qu'ils ont un potentiel pour être un Dubaï, un Monaco, un Hong Kong africain. Il y a des routes, les routes ne sont pas débordées, il n'y a pas des trucs interminables comme j'ai vu, comme j'ai été choqué de voir au Congo, à Kinshasa en novembre. Et donc c'est pour cela que j'en veux énormément à tous ces politiciens, à tous ces influenceurs, à tous ces chanteurs, à tous ces gens-là qui vivent au Congo et qui viennent et qui sont contents de vivre avec vous la misère que vous vivez parce qu'eux, ils savent qu'eux, ils iront passer leur bon temps ailleurs. En tout cas, merci à tous de m'avoir accompagné dans ce live. Ça a été un live 100% congolais, c'était vraiment pas ce qui a été prévu, mais enfin ça a été un live 100% sur le sujet du Congo, c'était vraiment pas ce qui était prévu, mais bon, on fera avec. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Peace out.